Ok, il est 18h35, alors je pense qu'on peut commencer notre session. Bienvenue à tous à ce Club Microfinance Paris. Le sujet du jour, c'est le coup d'État au Myanmar. Quels impacts sur l'accès aux services financiers et sur le secteur de la microfinance? Donc bienvenue à tous, bienvenue à nos panélistes. Et nous allons commencer tout de suite par une petite introduction pour laquelle je donne la parole à Grégoire. Bonjour à tous. Donc c'est une conférence qui est organisée par le Club Microfinance de Paris en collaboration avec ADA. Le Club Microfinance de Paris a été lancé en 2006. C'est un groupe informel de professionnels de la microfinance qui se réunit régulièrement et qui cherche à organiser autant que possible des conférences pour sensibiliser au sujet de la microfinance et pour animer ces sujets-là. Depuis la création du club, c'est une cinquantaine de conférences qui ont été organisées sur différents sujets. Habituellement, nos rencontres se passent en physique, en présentiel. Évidemment, depuis un an, on a adapté notre mode de fonctionnement avec ces webconférences qui ont l'avantage de pouvoir rassembler des personnes qui sont plus éloignées de Paris, ce qui est très très bien. On aura notamment parmi les intervenants ce soir quelqu'un qui est en direct du Myanmar. Donc c'est une grande chance et je le remercie parce qu'on est au milieu de la nuit là-bas. Voilà, donc c'est le club qui organise ces conférences et aujourd'hui c'est Bénédicte Godefroy de Dada qui très gentiment s'est proposée comme animatrice et modératrice de ces échanges. Elle va nous rappeler quelques principes de fonctionnement pour l'heure et demie qui nous engagent tous ensemble maintenant. Très bien, merci Grégoire. Donc en effet, voilà quelques rappels techniques pour tous nos participants. Le premier, c'est un rappel de couper votre micro, mais je pense que vu le mode webinaire que nous avons, vous n'avez de toute façon pas la possibilité de l'activer. Notre conférence va durer 1h30, donc on devrait terminer vers 20h. Et puis si vous avez des questions pendant les présentations, surtout n'hésitez pas à les poser par écrit dans le chat qui est à votre disposition. Nous avons quelques experts avec nous qui seront tout dédiés à répondre à vos questions. Et puis, on prendra quelques questions dans le chat aussi à la fin des interventions pour répondre en direct à quelques questions qui seront posées par vous, nos participants. Et puis enfin, cette rencontre est enregistrée, l'enregistrement a déjà commencé et vous recevrez plus tard par mail la présentation et puis l'enregistrement de cette conférence. Alors, on va jeter tout de suite un œil à l'agenda de ce soir. Donc, on va d'abord regarder quelques chiffres clés du Myanmar, de la microfinance au Myanmar aussi en guise d'introduction. Et puis, on regardera un petit peu ce que nos intervenants de ce soir ont comme activité dans le pays. Ensuite, on parlera du vif du sujet, c'est-à-dire de l'impact du coup d'État sur les activités de la microfinance. Puis, on passera aux perspectives pour l'avenir. Et enfin, on clôturera la conférence avec, comme je le disais, quelques questions qu'on prendra dans le chat et auxquelles nos experts, nos intervenants répondront. Alors justement, nos intervenants, je vais commencer par moi-même. Donc je m'appelle Bénédicte Godefroy, je travaille chez ADA, qui est une ONG de microfinance, une ONG qui soutient la microfinance un peu partout dans le monde. Je m'occupe notamment d'un projet de soutien à l'association professionnelle du Myanmar. Et j'ai aujourd'hui avec moi l'honneur d'avoir 3 experts de l'inclusion financière ou de la microfinance au Myanmar. Tout d'abord, je vous présente Emmanuel Harris. Bonsoir Emmanuel. Emmanuel Harris, vous êtes Senior Investment Officer chez Advance International. Vous avez 12 ans d'expérience dans le domaine des investissements internationaux. Et puis après, vous avez rejoint le groupe Advance en 2010 et vous vous êtes consacré au développement de son réseau d'institutions de microfinance en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord. Et puis ensuite, vous avez vécu et travaillé au Myanmar de 2017 jusqu'à avril de cette année. Vous siégez actuellement au conseil d'administration d'Advance Nigeria, Advance Pakistan et Advance Myanmar. Et dans votre rôle de superviseur, vous êtes l'homologue direct des cadres supérieurs sur le terrain. Bienvenue Emmanuel et merci d'être avec nous ce soir. Alors ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Jean-Marc de Bricon. Jean-Marc
Bonsoir, vous êtes le directeur général d'Alterfin depuis 2015. Alterfin, c'est une coopérative financière basée en Belgique qui soutient le développement durable, notamment grâce à la microfinance. Vous êtes présent dans de nombreux pays en développement, dont le Myanmar. Vous avez une longue expérience au sein d'organisations à impact social et à but non lucratif actives dans les pays en développement. Et puis, c'est intéressant de noter que vous êtes aussi le directeur fondateur de Children of the Mekong, qui est la branche britannique des enfants du Mekong, une ONG française qui soutient les enfants et les communautés pauvres en Asie du Sud-Est. Et vous êtes aussi le fondateur d'une autre ONG qui s'appelle Green Shoots Foundation, qui est axée sur le transfert de connaissances par le biais de bénévolat. Et enfin, notons que vous avez été banquier d'investissement pendant 16 ans, gestionnaire de portefeuille pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et vous avez été aussi directeur général d'une division à la Rabobank International. Donc voilà, bienvenue Jean-Marc et merci aussi d'être avec nous ce soir. Et puis enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Baptiste Larmoudy. Bonsoir Baptiste et merci d'être avec nous depuis Rangoon ce soir. Comme le disait Grégoire, votre participation est presque nocturne puisque je pense qu'il est plus ou moins 23 heures au Myanmar pour le moment. Et vous Baptiste, vous êtes aussi un expert de l'inclusion financière. Vous avez environ 12 ans d'expérience tant en investissement transfrontalier qu'en opération sur le terrain. Vous avez travaillé pendant 6 ans à la Fondation Grameen Crédit Agricole en tant qu'analyste financier et social avant de rejoindre le GRET en tant que chef de projet au sein de l'IMF Titsaroline basé au Myanmar. Merci, bienvenue Baptiste et merci aussi pour votre présence parmi nous ce soir. Alors, au-delà de nos intervenants, nous avons quelques experts parmi nous qui sont en coulisses et qui vont être là pour répondre donc aux questions que vous allez poser dans le chat. Nous avons Anne-Sophie Bouguin avec nous de la CIDI, nous avons Rela Garfain de Advance International, Premila Mas du GRET et Saad Menjour de ADA. Alors, passons tout de suite à notre introduction. Donc, voici un petit rappel sur le Myanmar en quelques chiffres. Donc, République de l'Union du Myanmar ou de Birmanie, avec sa capitale économique qui est Rangoon, sa capitale politique qui est Naypyidaw. C'est un pays qui compte environ 56 millions d'habitants et qui est composé d'environ 130 minorités ethniques. Alors, même si la langue officielle, c'est le birman, bien sûr, avec autant de minorités ethniques, il y a plus d'une centaine de langues qui sont parlées dans le pays. Et puis, c'est un pays où la population parle, surtout la population éduquée va parler l'anglais. Il y a beaucoup de documents officiels qui sont traduits en anglais. Et puis, de plus en plus, les Birmans apprennent le chinois parce qu'ils ont beaucoup de relations commerciales et culturelles avec la Chine, qui est leur voisin. Alors, la monnaie locale, c'est le kyat. Vous allez avoir plus ou moins, un petit peu moins de 2000 kyats pour 1 euro. Une des caractéristiques du pays, c'est que 65% de la population vit en milieu rural. Et puis, peut-être que quelque chose qu'on sait moins, c'est que près de 50% du PIB du Myanmar provient des pierres précieuses, du rubis, du saphir, du jade. D'ailleurs, le Myanmar est le premier producteur de jade au monde. Et puis, le rubis représente aussi une source très importante de revenus pour le pays. Alors, si on regarde un petit peu le secteur de la microfinance au Myanmar, je voudrais tout d'abord commencer par l'inclusion financière, n'est-ce pas? Donc, si on regarde l'inclusion financière au Myanmar en termes d'accès uniquement, vous pouvez voir ici sur le graphique qu'on compte environ 48% des adultes qui ont accès à des services financiers formels. Et ça, c'est principalement dû aux IMF et aux coopératives qui sont présentes dans le pays, avec une belle progression. Vous voyez ici les chiffres entre 2013 et 2018. Par contre, quand on parle d'obtention d'un crédit ou de réelle utilisation des services de microfinance, on remarque qu'il n'y a que 26% des adultes qui peuvent obtenir un crédit aujourd'hui et seulement 12% qui épargnent de manière formelle. Ici, sur le graphique, vous pouvez voir la différence entre l'accès et puis l'utilisation au niveau des hommes et des femmes, et vous voyez que la différence n'est pas très grande comparée à d'autres pays. On est sur des proportions qui sont plus ou moins similaires, hommes et femmes. Alors, le secteur de la microfinance au Myanmar, il fait face à évidemment plusieurs défis, mais j'ai choisi de vous en présenter un aujourd'hui. Vous voyez là sur le graphique le nombre de distributeurs automatiques de billets
qui sont présents au Myanmar. Les chiffres datent de 2017, mais vous pouvez voir à quel point le Myanmar est assez en retard par rapport à ses voisins. Alors, tous ces chiffres, je les ai tirés d'un document qui est la feuille de route pour l'inclusion financière qui a été élaborée par l'UNCDF, et je vous ai mis ici le lien vers la page internet où vous pourrez télécharger le rapport si ça vous intéresse de trouver un petit peu plus de chiffres sur la microfinance au Myanmar, en tout cas sur l'inclusion financière au Myanmar. Si on regarde maintenant le secteur en tant que tel, le secteur au Myanmar a connu une croissance assez incroyable ces dernières années, et aujourd'hui on parle de presque 200 institutions qui sont présentes dans le pays. Il y en a environ 123 qui sont membres de l'association professionnelle de microfinance qui s'appelle MMFA, Myanmar Microfinance Association, et qui à elle seule représente quasi la totalité des clients du secteur. Une des particularités aussi, c'est qu'on va retrouver davantage de clients de la microfinance que de clients du secteur bancaire classique. Vous voyez sur le slide les chiffres approximatifs issus des dernières années. Et puis, très peu d'IMF qui ont reçu l'autorisation de mobiliser l'épargne, puisque parmi ces 189, on n'en compte que 19 qui sont autorisés à mobiliser l'épargne de leurs clients. Et il faut dire que la confiance des épargnants est encore fragile au Myanmar. Enfin, on peut encore noter que 80% de la main-d'œuvre totale au Myanmar est constituée de travailleurs informels. Et donc, c'est dire toute l'importance des services de microfinance pour le développement économique et social de ces populations. Si on regarde les sources de financement de ces IMF, on peut remarquer qu'elles sont assez bien diversifiées. On a à peu près 52% qui sont financés, qui proviennent des fonds propres de ces institutions, 14% qui provient de l'épargne et 34% qui provient des investissements étrangers. À noter que dans ce chiffre sont aussi inclus les investissements, enfin le refinancement que les IMF peuvent obtenir auprès des banques locales. Enfin, voici quelques chiffres qui sont issus de... donc ça, c'est la consolidation des chiffres des IMF membres de MMFA qui reportent leurs chiffres volontairement à l'association. Donc, si on regarde les chiffres de 2020, on parle de 91 IMF qui avaient reporté. Et ce tableau illustre de nouveau la croissance incroyable que le secteur connaît. Vous pouvez voir la différence entre 2019 et 2020. Alors, le tableau est en anglais, mais j'imagine que vous comprenez bien qu'on parle des emprunteurs actifs, de l'encours de portefeuille, des clients actifs, de l'encours d'épargne et puis du portefeuille à risque à 30 jours. Et là, vous pouvez noter qu'il y a une forte progression en 2020. Le taux en 2019 de 0,71% était vraiment très bas. Et puis, bien entendu, c'est la crise de la Covid-19 qui a fait grimper ce par 30 et qui a grimpé jusqu'à 12,38% au 31 décembre 2020. Alors, malheureusement, comme on le sait tous, on a ce coup d'État qui est venu frapper le pays le 1er février 2021 et j'ai pensé que ce serait intéressant de retracer quelques milestones depuis l'indépendance du Myanmar du Royaume-Uni en 1948. Donc, en fait, très vite après l'indépendance, c'est un pays qui a connu plusieurs dictatures militaires successives et c'est seulement en 2011 que la junte en place a tout doucement commencé à céder le pouvoir à un pouvoir civil. Quelques années plus tard, en 2015, c'est la Ligue nationale pour la démocratie qui a remporté, de la célèbre Aung San Suu Kyi, qui a remporté les élections. Et quelques mois plus tard, elle accède à un poste qu'on pourrait dire plus ou moins équivalent à un poste de Premier ministre et qui donc prend le pouvoir, si on peut dire, au Myanmar. Il faut savoir que malgré tout, 25% des sièges de députés sont toujours occupés par des militaires élus, ce qui rend impossible pour Aung San Suu Kyi de changer la constitution, puisque celle-ci demande 75% des votes pour pouvoir être changée. Ensuite, les élections de novembre 2020 voient de nouveau le triomphe du parti d'Aung San Suu Kyi avec une victoire écrasante. Et c'est à partir de ce moment-là que l'armée, qui était restée jusque-là, on va dire, un peu en coulisses, s'inquiète et décide quelques mois plus tard d'arrêter Aung San Suu Kyi, de l'assigner à résidence et de déclarer l'état d'urgence dans le pays pour 1 an. Tout de suite après, le lendemain, un mouvement de désobéissance civile est lancé sur Facebook, la population descend dans la rue, des grèves générales sont organisées
Et très rapidement, l'armée descend elle aussi dans la rue et essaie de réprimer le mouvement de manière hyper violente. Je pense que mi-avril, on parlait déjà de plus de 700 morts et malheureusement, ce chiffre ne fait qu'augmenter de jour en jour. Alors bien sûr, c'est ça qui va nous intéresser ce soir. Qu'est-ce qu'il se passe au Myanmar? Comment est-ce que tous ces troubles affectent les activités de la microfinance? Donc, comme je vous l'avais dit, nos intervenants ont tous des activités dans le pays et on va commencer en guise d'introduction par leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent brièvement exactement ce que chacun fait au Myanmar pour qu'on puisse ensuite remettre leurs interventions dans leur contexte. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Emmanuel, je pense que c'est le premier. Voilà, Emmanuel, encore une fois, bonsoir, et je vous invite à nous présenter en quelques minutes les activités d'Advance au Myanmar. Bonsoir et merci de cette invitation. C'est un plaisir de parler d'Advance Myanmar, même si les conditions les circonstances sont difficiles. En quelques mots, Advance Myanmar est la dernière année des institutions du réseau international Advance. Elle a démarré ses opérations en avril 2017. Avec à son capital donc Advance SA, la maison mère, Norfund, donc un fonds d'investissement du gouvernement norvégien, et une société sœur, Amret, un des leaders de la microfinance du marché au Cambodge, et qui est donc aussi une société du groupe, et qui a pris une participation minoritaire, mais qui a joué un rôle très important, on le verra peut-être plus tard, dans la genèse et dans le développement d'Advance Myanmar. Les activités d'Advance Myanmar ont démarré à Mandalay et autour de Mandalay, donc dans la zone centrale du pays. Aujourd'hui, elle offre 3 produits de crédit principalement. Donc un produit relativement classique au Myanmar qui est le prêt à des petits groupes de 4 à 6 personnes. Un produit de crédit individuel pour les entrepreneurs un peu plus établis, un peu mieux établis, et un produit de crédit plutôt à vocation rurale et agricole, donc un produit de village banking, qui a été développé sur la base du modèle d'Amret, et donc qui permet de servir les clients directement dans les villages sans que ceux-ci aient besoin de se déplacer. Je vois que les chiffres de cette diapositive ne sont plus à jour. Aujourd'hui, le prêt Village Banking représente plutôt 40% de notre portefeuille. D'accord. Et le prêt aux petits entrepreneurs, donc le premier, également à peu près 40% et 20% pour le crédit individuel. Voilà. Notre ambition dans le pays, c'est de contribuer au développement socio-économique des populations. Et dans le contexte actuel, notre objectif pour 2022 et au-delà, c'est d'abord et avant tout de survivre. Je pense qu'on parlera de ça dans la suite de la discussion, hein, comment survivre, non pas une crise, mais 2 crises très sévères successives. Et puis, si on y parvient, redémarrer nos activités et avec l'idée de devenir un acteur de référence pour l'appui au secteur agricole, un acteur de référence en matière de finances responsables et de relations clients. Et puis on veut aussi dans le marché birman, en tout cas c'était notre ambition avant le coup d'État, développer une offre digitale
pour permettre à tous les clients potentiels, y compris ceux qui sont dans des régions très reculées du Myanmar, d'avoir accès à des services de qualité. Ok, très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette introduction des activités d'Advance dans le pays. Jean-Marc, je vous invite à votre tour de nous présenter un petit peu ce que Alterfin fait au Myanmar. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et tous. Alors, on va peut-être passer sur la page suivante. Bon, comme Bénédicte vous l'indiquait, Alterfin, c'est une société coopérative belge qui a été créée en 1994 et qui résulte en fait du travail d'ONG et de banques éthiques. L'idée, c'était de promouvoir le développement durable et de le faire en finançant à la fois la microfinance, mais aussi des coopératives de petits producteurs et des PME faisant travailler les petits producteurs à travers le monde. On va passer à la page suivante. Merci. Depuis 1994, on a déboursé à peu près 600 millions d'euros. Notre prêt moyen est plus ou moins de 350 000 euros, donc c'est pas énorme. On est positionné sur ce qu'on appellerait le missing middle. Et actuellement, nous travaillons sur plus d'une douzaine de chaînes de valeur agricoles et avec, on va dire, entre 160 et 200 partenaires. L'année avant Covid, nous avions presque 200 partenaires. Ça a depuis un peu diminué, mais nous restons très actifs avec énormément de partenaires dans à peu près 35 pays. Pour ce qui est du Myanmar, page suivante. Voilà. Nous sommes actifs en fait au Myanmar depuis 2017. Alors nous ne sommes pas présents sur le terrain comme nos amis d'Advance et du GRET, mais nous travaillons donc depuis Bruxelles et nous avons financé différentes organisations de microfinance, plutôt des réseaux. Nous en avons donc 4 organisations en portefeuille, 3 organisations de microfinance et une PME agricole. Nous avons déboursé donc depuis 2017 à peu près 10 millions de dollars et le portefeuille actuel est à environ 6 millions. Nous avons participé à LIFT, LIFT 1 et LIFT 2. Et donc ceci, c'était un programme qui permettait de recevoir des subsides pour pouvoir financer la couverture de change et fournir des prêts aux organisations de microfinance à des niveaux qui étaient permis par le régulateur local. Je pense que ça a été absolument essentiel vraiment pour le développement du marché de la microfinance, du secteur de la microfinance au Myanmar, parce que ça a amené énormément de financiers comme nous qui auparavant ne pouvaient pas intervenir car les frais de couverture de risque de change étaient prohibitifs. Et enfin, et ça c'est un dernier point et qui est important, notre portefeuille au Myanmar, tout comme le reste de notre portefeuille dans les autres pays, est couvert par ce qu'on appelle une assurance sur le risque politique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vois qu'on a tous vos contacts sur le slide suivant si nos participants voulaient en savoir plus. Et je passe la parole maintenant à Baptiste qui va nous présenter ce que fait le GRET au Myanmar. Merci beaucoup et merci de faire un focus sur la Birmanie, un pays qui m'est cher et dans lequel j'habite depuis maintenant 7 ans. Donc le GRET est une ONG de développement international qui existe depuis 1976 et nous intervenons au Myanmar depuis 1995. Parmi les 7 thématiques du GRET, nous intervenons sur la thématique dans le secteur agricole, dans le secteur de l'eau potable également, et sur le secteur de la finance inclusive.
nous intervenons dans différentes régions, dans le delta de l'Irrawaddy, à Mandalay, Sagaing et dans le Chin. Plus particulièrement dans le secteur de l'inclusion financière, nous avons créé un projet de microfinance dans le Chin en 1995 qui s'appelait Chin MFI. Puis en 2014, nous avons créé un nouveau projet de microfinance qui, lui, intervient dans la région de Sagaing. Et à fin 2017, nous avons en fait institutionnalisé ces deux projets sous l'ombrelle de Titsarouin, qui est une institution de microfinance enregistrée localement et réglementée par le ministère des Finances. En plus de ça, nous intervenons dans le delta sur l'inclusion financière via un autre modèle, un modèle coopératif où nous avons créé en 2017-18 21 coopératives de crédit pour financer le monde rural via 3 services financiers qui sont complémentaires: le crédit stockage, le microcrédit standard à destination du secteur agricole et le crédit bail qui a été lancé en 2012 et qui était une première dans le pays. Plus particulièrement concernant Titsarouin, nous intervenons dans 2 régions de la Birmanie, donc le Chin State et la région de Sagaing, à travers de 12 agences. Nous comptons 150 employés birmans avec des ethnies très diverses, de langues très diverses. Dans le Chin State, en fait, dans un département, chaque département a une langue particulière, donc la langue de référence pour échanger le birman. Dans chaque département, il y a une langue différente. Nous finançons 33 000 ménages dans plus de 400 villages, principalement des femmes qui vivent pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté international et un tiers d'entre eux environ en dessous du seuil de pauvreté national qui est d'environ 1 euro. À ce jour, l'encours de crédit est d'un peu plus de 6,8 millions d'euros, principalement investi dans le secteur agricole et en termes de méthodologie de crédit, nous utilisons principalement le Village Credit Scheme, qui est une méthodologie de groupement villageois pour 80%, pour les 4/5e, et 20% environ sont du crédit individuel pour les entrepreneurs un peu plus avancés. Voilà. Merci. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup Baptiste, très intéressant de connaître ce que Titsarouin fait au Myanmar. Avant de continuer, je voudrais profiter de l'occasion pour donner 2 mots sur ce que ADA fait au Myanmar. Donc, comme je vous le disais, ADA, c'est une ONG luxembourgeoise qui soutient différents acteurs de la microfinance, principalement des IMF. On a un bras conseil en investissement au fonds LMDF, qui est le Luxembourg Microfinance and Development Fund, et on soutient comme ça 2 IMF dans le pays. Et puis, on a ce projet d'appui à l'association professionnelle du Myanmar depuis 2017. On appuie l'association à développer des services pour ses IMF membres, à faire du plaidoyer auprès de FRD, qui est le régulateur du secteur, et puis, de manière générale, à promouvoir le secteur de la microfinance, en tout cas un développement qui soit sain et durable du secteur. Par exemple, on a appuyé le développement de la plateforme MCX, qui est en fait une plateforme digitale qui permet aux IMF d'échanger leurs données sur leurs clients et d'essayer ainsi d'éviter le surendettement des clients. Et puis voilà, une plateforme qui pallie à l'absence de bureau de crédit formel
jusqu'à présent. On a aussi une collaboration avec UNCDF et Modusbox pour mettre en place une plateforme digitale d'interopérabilité pour la microfinance qui permettra à terme aux clients de la microfinance d'effectuer leurs transactions financières d'une IMF à une autre de manière digitale, donc c'est-à-dire principalement via leur téléphone portable. Alors, nous allons maintenant passer à la discussion en soi et donc, comme je vous le disais, à cet impact du coup d'État sur les activités de microfinance. Et je voudrais commencer par donner la parole à Baptiste. Baptiste, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que ce coup d'État, cette crise politique, impacte votre quotidien, un quotidien qui était déjà affecté par la crise sanitaire qui a commencé en mars 2020 dans le pays. Et donc, on a vu que la population descend dans la rue pour manifester. Les protestations sont durement réprimées par l'armée. Quelle est votre situation quotidienne aujourd'hui? Merci. La situation aujourd'hui est très instable et volatile, je dirais. Vous avez certainement vu les photos, les images de février et mars avec cette vague de protestation à l'échelle nationale qui a été par la suite fortement réprimée et qui aujourd'hui a fait plus de 800 morts. Je dirais que la situation depuis avril-mai, pendant avril et mai, s'est relativement calmée. Donc, il y a eu un creux dans les protestations. Et depuis juin, on assiste en fait à une recrudescence des affrontements, que ce soit en zone rurale ou très récemment, on a eu des affrontements dans Mandalay, pas loin du siège de Advance notamment. Donc ça, c'est la situation. La situation en termes de sécurité également, on fait face à des explosions qui ciblent principalement des bâtiments publics. Parfois, une institution de microfinance a été ciblée, notamment dans une région du centre du pays. Et on fait face aussi à des centres de police qui amènent les populations à migrer, à se déplacer de gré ou de force pour éviter la répression, temporairement ou non, ou temporairement. Ça, c'est pour les questions sécuritaires. Pour les questions de l'économie et du secteur financier, au tout début de la crise, le secteur bancaire s'est mis je dirais en grève, en mouvement de désobéissance civile. Et depuis avril-mai, les banques forcées par la Banque centrale ont réouvert, mais font face à un retrait significatif des dépôts. À ce jour, on fait face à énormément de difficultés pour retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques, à tel point qu'on a un système parallèle de retrait avec des frais de retrait de 5 à 10% du montant. Et pour nous, institutions de microfinance, la situation est telle que aujourd'hui, on est en mesure de retirer seulement 1 000 € par semaine auprès dans les agences des banques avec lesquelles on travaille. Voilà. Ouais, donc vraiment un quotidien qui est empêché à plusieurs niveaux. Emmanuel, ces problèmes qu'on entend, j'imagine qu'ils sont similaires à ceux auxquels les clients d'Advance font face. Quelles nouvelles est-ce que vous avez d'Advance au Myanmar en ce qui concerne la situation vécue par les clients? Ah, attends, Emmanuel, vous êtes en mute. Pardon. Ouais, le constat en termes de sécurité, il est exactement le même que celui qui est partagé par Baptiste. La situation, elle est grave, elle est préoccupante, elle est très volatile. Et il est extrêmement difficile de prévoir
à quel endroit et à quel moment il peut y avoir un accès de violence. Donc, comme le disait Baptiste, il y a 2 jours, il y a eu les combats en zone urbaine à Mandalay, pas très loin du siège d'Advance, et on a eu voilà, les employés qui étaient présents dans le siège à ce moment-là ont été confinés pendant quelques heures jusqu'à ce que la situation se calme et qu'ils puissent rentrer chez eux. Depuis cet événement, on a décidé de diminuer le taux de présence de nos employés au siège et comme on l'avait fait pendant le Covid, de réintroduire de fortes proportions de travail à distance. Donc la sécurité, elle est éminemment présente dans nos préoccupations, la sécurité de nos employés et celle de nos clients également. Après, pour nos clients, au-delà de la sécurité, la seconde préoccupation, c'est l'accès à la liquidité. Il n'y a pas de cash en circulation, très peu. C'est difficile de retirer son argent à la banque. Et donc, ça pose des problèmes très concrets pour nous en tant qu'institution financière. Parce que concrètement, ça veut dire que nous non plus, on ne dépose plus notre argent à la banque, parce que si on le dépose à la banque, on ne peut plus le retirer. Et donc, en tant qu'institution de microfinance, on se retrouve à gérer des montants, à stocker des montants de liquidité dans nos agences, beaucoup trop importants, ce qui crée un risque de sécurité également. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un cambriolage dans les conditions de sécurité actuelles du Myanmar qui se sont fortement dégradées. Un cambriolage aurait été impensable jusqu'au 30 janvier et aujourd'hui, c'est une éventualité qu'on est obligé de considérer très sérieusement. Oui, oui. Je repasse la parole à Baptiste. Les cambriolages, c'est des choses qu'on n'entendait pas avant, en effet. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ces derniers jours, dernières semaines, j'imagine par une population qui doit être poussée à bout? On fait face à des cambriolages, à des entrées de force dans les maisons, en fait, qu'il y ait ou non des habitants. Dans les zones où on travaille, on a même en fait des villages entiers qui sont ravagés, où les sacs de riz sont jetés par terre, où les maisons sont ravagées. Et il y a effectivement aussi des problèmes de sécurité avec notamment ces derniers temps ciblant des agents de crédit qui sont en transit entre les villages et leur agence et avec des vols. Aujourd'hui, sur le total de vols, on est à autour de 25 000 euros de vols dans la région où on intervient, pas en ce qui nous concerne, mais sur la totalité du secteur. Donc, il y a des problèmes de sécurité de vol assez significatifs. Donc, très clairement. D'extorsion, on va dire. Ok, merci. Jean-Marc, vous, de votre côté, quels sont les échos que vous avez de vos investis birmans et à quel point est-ce que ces 2 crises successives impactent vos partenaires sur le terrain? Écoutez, bon, d'abord, au niveau de la performance, en fait, toutes les institutions avec lesquelles nous travaillons sont toujours performantes. C'est-à-dire qu'elles ont continué à effectuer leurs paiements, d'échéances de principales ou les paiements d'intérêt. Il y a eu parfois quelques retards qui étaient dus à des problèmes, on va dire, bancaires, mentionnés par mes collègues du panel. Mais sinon, il y a toujours une performance. Bien sûr, il y a des covenants qui ne sont pas respectés, notamment au niveau de la qualité du portefeuille, car entre, on va dire, les effets du Covid et les effets de cette crise politique, le montant, en fait, le niveau de portefeuille à risque a augmenté.
Pour ce qui est, disons, de nos partenaires sur place, tous nous ont indiqué que, bon, d'une part, il y avait eu départ, on va dire, des cadres étrangers qui avaient quitté le pays, fermeture des sièges sociaux, qui étaient surtout dans des zones urbaines. L'une des institutions de microfinance avait fermé toutes ses agences les 2 premières semaines après le début du coup. Mais dans l'ensemble, on va dire qu'entre 40 à 60% des agences restent ouvertes et ce sont plutôt des agences rurales qui restent très actives. Donc ça, disons, c'est vraiment en fait ce qui est revenu de leur part. L'une des institutions effectue des sondages réguliers auprès de plus de 2000 de leurs fermiers clients. Et pour la majorité de ces clients qui ont été sondés, il n'y a pas eu vraiment d'explosion de la violence. On parle de clients ruraux ici, hein, sauf dans une région bien précise où ça a été un peu plus violent. Mais sinon, dans la majorité des régions, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on voit toujours donc, une distinction entre zone urbaine et zone rurale. Néanmoins, le risque, effectivement, c'est qu'il y ait une dégradation de même dans les villages. Et on a vu dans les nouvelles très récentes d'attaques de villages par les militaires. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, vous évoquiez la crise sanitaire qui a eu lieu l'année dernière. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous avez tiré des leçons de cette crise dans la gestion de vos investissements et qui aujourd'hui apparaissent bien utiles à l'heure de cette crise politique? Oui, absolument. Bon, la première leçon, c'est que quand on fait face à des phénomènes de force majeure comme ça, à titre, on va dire, individuel, notre organisation ne peut pas faire grand-chose, okay, devant, je dirais, l'amplitude de ces événements. Et il faut absolument travailler ensemble dans le secteur, travailler avec les autres organisations qui cofinancent ces institutions de microfinance, travailler avec les organisations gouvernementales, quasi-gouvernementales, comme les agences de développement, les supranationales, tous travailler ensemble pour continuer à supporter, en fait, à soutenir le secteur. Alors, pour ce qui est de la microfinance, il y avait un effort qui avait été fait par la Fondation Grameen Agricole avec le pledge, et j'en profite pour saluer notre ami Philippe de la Fondation. Et ça, c'était un effort qui a fédéré plus d'une trentaine d'acteurs dans ce secteur, qui est important. Il y a eu un effort parallèle avec le MOU qui avait été signé par les gros véhicules d'investissement en microfinance européens. Ça aussi, c'est important, bien que ces engagements soient des engagements qui ne sont pas, on va appeler en jargon anglais, not legally binding, ils sont néanmoins moralement importants. Et ça se voit dans les attitudes, dans toutes les négociations que nous avons avec nos partenaires, dans les cas de restructuration, les discussions sur les sociétés en difficulté. Ce qui est important, c'est de donner le bénéfice du doute à l'emprunteur et de faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble pour leur fournir ce qui est nécessaire pour arriver à un niveau de stabilité. Ceci est vrai que ce soit pour une crise sanitaire ou une crise de violence telle que le connaît Myanmar actuellement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai envie de poser un petit peu la même question à nos deux praticiens sur le terrain, c'est-à-dire, est-ce que finalement, d'une certaine manière, la crise sanitaire vous a un petit peu préparé à mieux gérer la crise actuelle? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez mises en place et qui servent aujourd'hui? Et je m'adresse peut-être d'abord à Emmanuel. Est-ce que Advance a tiré certaines leçons utiles aujourd'hui? Alors oui, je le disais tout à l'heure, d'abord, on sait beaucoup mieux qu'avant travailler à distance. Et bon, c'est bien utile dans les conditions actuelles en Birmanie. Ensuite,
on est en train de refaire en ce moment au Myanmar exactement le même exercice qu'on a conduit entre le 3e et le 4e trimestre 2020 pour faire un état des lieux de notre clientèle. Voilà. Mais individuellement, s'adresser à chacun de nos 65 000 clients pour leur demander comment va leur famille, comment va leur activité économique et comment est-ce qu'ils envisagent de rembourser leur crédit. Bon, c'est vrai que quand on a 100 ou 200 clients, c'est pas la même chose que quand on en a 65 000, 100 000 ou 200 000, comme certaines IMF en Birmanie. Et donc, à l'occasion de la crise Covid, on a développé des outils, notamment des outils digitaux, au niveau du groupe Advance, et on utilise ces mêmes outils aujourd'hui pour faire cet état des lieux de notre portefeuille et collecter l'information qui ensuite va être traitée pour faire des prévisions sur les remboursements qu'on peut sérieusement attendre de nos clients, et puis aussi proposer des solutions de restructuration à nos clients qui soient soutenables pour eux et qui leur permettent de relancer leur activité, parce qu'in fine, même dans ces conditions politiques et sécuritaires dégradées, notre mission, elle reste la même. On est là pour participer au développement socio-économique de ce pays. Tout à fait, tout à fait. Baptiste, c'est des mesures similaires qui sont prises chez Titsaroyin, c'est-à-dire chercher à connaître au mieux la situation des clients pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir planifier malgré les troubles. Oui, alors à notre niveau, on a lancé dès avril 2020, en fait, parce que nous avons été obligés de travailler à la maison. On a lancé un questionnaire qu'on pratique au sein de nos 400 villages en travaillant avec le comité villageois. Donc, c'est 3 personnes qui sont élues par les clients, par les membres. Et donc, au tout début, en 2020, chaque semaine, puis toutes les 2 semaines, puis tous les mois désormais, on pose des questions sur l'évolution des prix de l'alimentation, des matières premières pour leurs activités, de leurs revenus également, les questions sanitaires et également les questions désormais, je veux dire, les autres questions sécuritaires. Donc, on a mis en place un suivi plus global, mais extrêmement régulier. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, on a aussi appris effectivement à travailler à la maison. Du jour au lendemain, toutes les équipes se sont retrouvées en stay at home suite aux mesures du gouvernement. Et donc, on a maintenu le contact avec nos clients. Et enfin, c'est nos équipes qui faisaient face à très peu de retard de remboursement. Avant la crise du Covid, au niveau de Titsaroyin, à fin mars, nous avions 10 clients sur 33 000 qui étaient en retard sur leurs échéances. À fin avril, nous avions 98% de ces clients qui n'avaient pas payé. Donc, en fait, les agents de terrain, mais aussi la direction, a appris au recouvrement, à écouter les clients, à comprendre leurs besoins. Et à fin décembre, on avait un portfolio, un encours de crédit en retard de plus de 30 jours de moins de 2%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris et qui va nous servir aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, la difficulté, notamment pour le rééchelonnement, et c'est un problème auquel on fait face, c'est pour être en mesure de rééchelonner, il faut avoir une certaine visibilité sur le rétablissement de l'activité économique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peu de visibilité et du coup,
on échange toujours avec nos clients et on comprend et on décale les remboursements à défaut d'avoir de la visibilité. Donc pour maintenir des pratiques de collection, de recouvrement adéquates qui est assez important par les temps qui courent et notamment par les temps qui courent d'un point de vue sécuritaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci à vous trois d'avoir partagé un petit peu la situation actuelle, l'impact sur les clients, sur les activités. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout de la première partie. Je me tourne vers Anne-Sophie pour savoir si on a quelques questions dans le chat qu'on voudrait prendre et poser à nos intervenants avant de passer à la partie sur les perspectives d'avenir. Oui, alors une question qui s'adresse à Jean-Marc par rapport au pledge et au MOU que tu as mentionné. Est-ce que tu peux préciser en quoi ont consisté les modalités de ces accords? Et moi, j'avais une question également sur les modalités suivant lesquelles les institutions arrivent du coup, à rembourser leur crédit auprès des prêteurs. Est-ce qu'il y a actuellement des contraintes sur les sorties de devises et y a-t-il des sanctions internationales qui empêchent les flux entre le Myanmar et les autres pays? Et est-ce que du coup, ça pose des problèmes aussi de visibilité pour les fonds d'investissement, investisseurs qui refinancent la microfinance au Myanmar? Est-ce qu'ils sont plutôt en stand-by et donc en attente et ils bloquent un peu l'instruction de futurs refinancements? Une autre question qui vient d'apparaître, c'est est-ce que l'association professionnelle MMFA joue un rôle particulier dans cette période? Quelle relation avec le FRD, donc le régulateur? Voilà. Très bien, merci Anne-Sophie. On commence peut-être par la première question qui concernait des précisions sur le pledge et le MOU qui était adressé à Jean-Marc. Oui, merci Anne-Sophie. Alors, le pledge et le MOU, en fait, travaillent sur des principes très similaires. Il s'agit en fait d'adopter des principes, on va dire, généraux de traitement des restructurations. Et ceci pour vraiment supporter le secteur et essayer de travailler de manière constructive tous ensemble. Dans ces principes généraux, il y a des principes d'équité, bien sûr, de solidarité, en essayant d'inciter les différents financiers à ne pas se retirer prématurément ou ne pas essayer, disons, de récupérer leurs prêts au détriment des autres. Donc, ce sont des principes vraiment généraux, importants, car c'est grâce à ce climat de confiance qu'on peut ensuite travailler tous ensemble pour vraiment développer au cas par cas des solutions de restructuration qui peuvent être simples. Il s'agit juste peut-être d'une extension d'une période de grâce ou beaucoup plus complexe avec recapitalisation, abandon de créances, d'intérêt ou de principal. Donc ça peut être vraiment très simple ou très complexe. Mais c'est important de travailler sur ces principes-là. Tout à fait, merci Jean-Marc. Et puis peut-être que je peux passer la parole d'abord à Baptiste. Baptiste, comment comptez-vous rembourser vos investisseurs et comment est-ce que ça va être possible d'honorer vos engagements? Bon, aujourd'hui, la situation est telle que il est extrêmement difficile de faire sortir des dollars, de rembourser en dollars, pardon. Chaque transaction doit faire, pour chaque transaction en dollars, on doit déposer l'équivalent en fiat. Donc, pour des remboursements d'intérêts, c'est quelque chose qui est acceptable et raisonnable. Pour des remboursements de principal, c'est quelque chose qui a un impact assez significatif
notamment compte tenu du fait que nous ne sommes pas en mesure de retirer de l'argent de ces mêmes banques auxquelles on va déposer en fait des millions de chiat. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des prêteurs qui comprennent extrêmement bien la situation, et donc avec certains d'entre eux, nous avons négocié un rééchelonnement des créances portant sur le principal afin de ne pas pénaliser en fait in fine les micro-entrepreneurs qu'on soutient, parce que quoi qu'il en soit, l'argent, si nous étions amenés à rembourser le principal dans l'immédiat, devrait être sorti du circuit de l'institution et du coup retiré de l'encours de crédit et de la population qu'on soutient. Donc on a de la chance à ce point-là. Sur ce point-là, il est vrai que à plus ou moins court ou moyen terme, il y a la question du refinancement qui se pose. Et pour cela, il faut avoir un certain nombre de leviers activés aujourd'hui et notamment le fonctionnement du secteur bancaire. Aujourd'hui, on est en mesure de recevoir les fonds, mais pas de les insérer, de les réinjecter dans l'économie. Donc ça, c'est un problème significatif pour les prêteurs. Également, la conversion dollar-chiat est un problème significatif. On n'est pas en mesure de réaliser cette conversion chaque jour. Les banques sont assez regardantes sur la question. Et puis, il y a aussi toute la question des sanctions internationales qui sont au fur et à mesure en train d'être mise en place, et du coup la question sur le secteur bancaire, quel sera l'impact du secteur des sanctions sur le secteur bancaire en Birmanie. C'est fait face à un ensemble de problématiques. Oui, oui, oui. Emmanuel, du côté d'Advance, vous pouvez aussi compter sur la compréhension de vos investisseurs. Oui, c'est un petit peu la même situation que pour Titsarowin. On est en train de négocier un moratoire sur le remboursement du principal, au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Et les prêteurs font preuve de beaucoup de compréhension et travaillent de concert. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas réellement de tension immédiatement, même si la perspective de 2022 et au-delà est compliquée, parce que si les prêteurs nous soutiennent pour rééchelonner, restructurer la dette existante, aucun à ce jour n'a évoqué la possibilité de nouvelles lignes de crédit. Donc voilà, sans accès au crédit, et ça va être compliqué de reprendre la croissance. Donc notre situation à l'heure actuelle, notre stratégie consiste à essayer de peut-être d'accepter une certaine contraction de nos activités, de stabiliser notre institution à une taille et avec des paramètres de risque et de coût de la ressource financière qui nous permettent d'être rentable, et donc voilà, de faire le dos rond en attendant que la crise passe, en espérant que quand les paramètres de sécurité et puis les paramètres macroéconomiques seront rétablis, on pourra rétablir l'accès à du financement. Et à ce moment-là, dans un premier temps, on sait que on va devoir compter d'abord sur nos actionnaires, mais on espère aussi que certains acteurs du marché
locales seront là pour nous soutenir à ce moment-là. Puis on espère aussi le soutien de certains bailleurs de fonds pour réamorcer les circuits de financement. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je peux peut-être moi-même répondre à la dernière question qui concernait l'association professionnelle et ses activités pour le moment. Alors voilà, nous qui sommes en contact avec elle toutes les semaines, je peux dire qu'elle aurait envie de faire beaucoup plus, mais l'association marche un peu sur des œufs pour le moment, hein, puisque on la sent très craintive de ce qui se passe, de toutes les disparitions qu'il y a. On n'a peut-être pas encore évoqué, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui disparaissent tous les jours. Pour le moindre soupçon, on peut être tout de suite catégorisé par la junte au pouvoir comme dérangeant et donc tout simplement disparaître. Il y a certaines petites IMF qui sont aussi soutenues ou financées par la junte militaire. Alors, comme l'association adresse toujours ses messages à l'ensemble de ses membres, elle sait qu'elle doit être très prudente. Cela dit, elle communique en permanence avec ses membres et justement aujourd'hui, on a signé un contrat pour lancer une vaste enquête et une collecte de données auprès de toutes les IMF, mais aussi auprès des clients et auprès de diverses parties prenantes pour essayer de donner un peu un aperçu de l'impact de la crise sur le secteur. Et c'est un rapport, une enquête, une étude qui va être réalisée par un consultant spécialisé en collaboration avec l'association. Et les résultats de cette étude seront divulgués fin août, début septembre. Et bien sûr, vous ne manquerez pas de recevoir une copie de ce rapport. Donc l'association essaye de garder son rôle de représentant du secteur. Et dans ce cadre-là, elle est bien sûr toujours en contact avec FRD, donc avec le régulateur. Avant la crise, c'était quelque chose de très courant. Donc ils ont des rendez-vous régulièrement au siège de FRD pour discuter de mesures et d'autres. Ils ont fait beaucoup de lobbying pour avoir des mesures, pour obtenir des mesures de facilitation pendant la crise de la Covid. Et là, je sais qu'ils viennent d'obtenir, je pense que ça a été annoncé lundi, ils avaient demandé à ce que soit prolongée la mesure d'avoir seulement 1% de loan provision qui avait déjà été accordé à cause de la Covid et qui vient d'être prolongée jusqu'à la fin de l'année. Mais j'imagine que les IMF sur le terrain sont déjà au courant de cette mesure qui va être accordée par FRD jusqu'à fin décembre. Très bien, oui. Une nouvelle question, donc je la pose comme on a encore le temps. Donc, qui s'adresse plutôt à Baptiste et Emmanuel. Observez-vous une contraction, stagnation, croissance de la demande de microcrédit dans le contexte actuel et quel sens donnez-vous à cela? Très bien. Est-ce que je peux proposer qu'Emmanuel prenne la parole en premier parce qu'Emmanuel va devoir nous quitter quelques minutes avant la fin et je pense que d'ici 5 minutes, il va devoir s'absenter. Donc Emmanuel, si vous voulez bien répondre en premier. Alors, si on compare à la situation d'avant la crise Covid, on peut effectivement observer une contraction de la demande. Alors, d'abord parce que l'activité économique est ralentie, mais aussi parce que nos activités commerciales sont ralenties. Et dans une certaine mesure, on suscite la demande de crédit quand on arrive dans un village et qu'on propose ces services. Donc, ces activités-là de démarchage commercial étant fortement ralenties, voilà, nécessairement, on enregistre une très nette contraction de la demande de crédit. Par contre, ce qu'on a observé depuis le coup d'État et depuis le redémarrage de nos activités de décaissement, donc depuis fin avril, c'est un certain nombre de demandes de crédit qui sont plus tellement motivées par le crédit lui-même, mais par la nécessité d'accéder à de la liquidité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ont de l'argent sur leur compte, mais qui viennent emprunter parce que l'argent sur leur compte n'est pas disponible et qu'auprès de nous, ils ont accès à du cash. Merci Emmanuel. Baptiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre côté? Alors, de notre côté, donc il y a des zones sur lesquelles on intervient en commun, mais je dirais que Titsaruin, qui travaille notamment dans le Chin State
où nous sommes principalement la seule et unique solution à institution de microfinance dans les villages, on n'observe pas de contraction de la demande de crédit, principalement parce que l'institution finance le monde agricole, le monde rural et le monde agricole, et que les besoins sont là, demeurent, et la demande pour les produits agricoles a été relativement stable. Donc, on n'assiste pas à une contraction de la demande de crédit. Malheureusement, du côté de Titsaroïne, et compte tenu de l'absence de visibilité sur les cash flows à court et moyen terme, on doit contenir les montants maximum de crédit octroyés aux emprunteurs. Pardon. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, oui, tout à fait. On a des obligations et on a des obligations auprès de nos prêteurs, ne serait-ce bien qu'ils soient qu'ils comprennent extrêmement bien la situation, des obligations en termes d'intérêts, de paiement des intérêts et d'obligations à l'égard des salaires de nos employés aussi, sachant que du jour au lendemain, on peut faire face à un taux de remboursement qui passe de 100% à 0% à cause du Covid ou de la situation sécuritaire dans un village ou dans un département dans sa globalité. Oui. Ok, très bien. Anne-Sophie, si on n'a plus de questions tout de suite dans le chat, je propose qu'on passe à la dernière partie sur les perspectives. Et puis, bien sûr, on prendra encore quelques questions du chat avant de conclure la session. Alors, comme je viens de le dire, donc la dernière partie, c'est les perspectives pour l'avenir. Alors là, voilà. Et j'aimerais bien rendre la parole maintenant à Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les perspectives, enfin, je veux savoir un petit peu qu'est-ce qu'Alterfin va faire si la crise perdure et quels seraient les conseils que vous pourriez donner à vos investissements. Bon, alors d'abord, la première chose, c'est que nous sommes engagés au Myanmar il y a 4 ans et on ne compte pas se retirer. Okay, et surtout pas vu les circonstances actuelles. Donc c'est important de continuer à soutenir les organisations qui nous ont également fait confiance en acceptant nos financements. Ma collègue Jennifer a été très active en discussion avec d'autres organisations telles que nous, mais aussi avec les agences de développement qui ont leur carte à jouer et bien souvent sont un peu timides dans ces circonstances actuelles et qui devraient en fait montrer l'exemple en engageant soit à nouveau les programmes qui avaient été engagés par le passé, tels que LIFT, okay, qui a été essentiel vraiment pour le développement du secteur, soit en montrant l'exemple et en disant oui, nous sommes prêts à débourser, à augmenter nos encours, et nous n'allons pas juste laisser, on va dire, les organisations privées avec du capital privé prendre tous les risques. Donc ça, je pense que c'est absolument essentiel. On aimerait voir plus d'initiatives et plus d'engagement de la part des organisations gouvernementales ou quasi-gouvernementales de nos pays. Oui, tout à fait. C'est sûr que ce serait très utile. Baptiste, de votre côté, comment envisagez-vous l'avenir pour Titsaroïne et quel serait votre message aux parties prenantes du secteur? Donc, du côté de Titsaroïne et notamment de notre CEO, de l'équivalent de notre CEO, en fait, la situation est telle que en travaillant depuis 1995, on a déjà dû faire face à des situations extrêmement complexes. Donc, je dirais pour lui notamment, qui travaille dans l'institution depuis 1995, il a une certaine vision qui fait que oui, c'est complexe, mais quoi qu'il se passe, on avancera et on fera au mieux. Et je pense que ça motive l'ensemble des 150 employés.
Donc ça, c'est la première des choses. Bien sûr, on va continuer à discuter avec nos prêteurs actuels et on essaie de discuter avec de nouveaux prêteurs pour débloquer la situation. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on est aussi dans l'attente des institutions gouvernementales qui devraient jouer le rôle de crowding in, pour amener les investisseurs privés à renforcer et à investir de nouveau dans le secteur. Le secteur de la microfinance au Myanmar n'est pas passé du jour au lendemain de hero à zéro à cause d'un changement politique. On peut le voir dans la sous-région, la microfinance est un succès indépendamment du type de politique ou du type de gouvernement en place. Donc ça, c'est un peu les attentes qu'on a, et notamment des bailleurs pour mettre en place des solutions. Ouais. Très bien, merci. Alors, Emmanuel n'est plus avec nous, mais Anne-Sophie, est-ce qu'on a encore quelques questions qu'on va pouvoir prendre avant la fin de la conférence? Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Alors, pas de questions sur le chat. Moi, j'en aurais une pour Jean-Marc, qui nous a parlé d'un mécanisme de garantie au début de sa présentation. Est-ce qu'il peut en dire plus, si ce n'est pas confidentiel? Alors, ce qui est confidentiel, c'est la société qui nous le fournit. Ça, je ne peux pas révéler le nom. Mais bon, il s'agit d'un contrat d'assurance et c'est un contrat d'assurance qui est sur l'entièreté de notre portefeuille de microfinance et donc qui nous couvre contre les risques politiques. Donc, toute perte qui serait occasionnée par un risque politique serait couverte. Et bon, il y a différents degrés de couverture, okay, mais pour ce genre de contrat, ce qu'il faut d'abord, c'est démontrer qu'il y a une perte, okay, et ensuite que cette perte est liée à un risque politique. Et ensuite, il y aura effectivement remboursement. Pour nous, c'était quelque chose qui était important et c'est au niveau de notre politique d'investissement. C'est une approche qu'on a prise et qui est au niveau global. Bon, ce n'est pas gratuit, bien sûr, donc ça a un coût. C'est un coût et il faut savoir que effectivement, en général, c'est un peu comme tous les produits d'assurance. On paye une prime, on n'utilise pas forcément la police, on espère ne pas devoir l'utiliser, mais c'est important que le jour où il faut vraiment l'utiliser, la couverture en fait est vraiment efficace. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, c'est une couverture d'un risque de force majeure. Merci Jean-Marc pour ces explications. Anne-Sophie, est-ce qu'entre-temps, on a un participant qui a... Non, pas d'autres questions. Donc, nos intervenants ont été très clairs et complets dans leur présentation. Un grand merci à vous tous. Tout à fait. Merci à tous. Et je voudrais, pour conclure, savoir s'il y a un petit mot de la fin qui voudrait être diffusé à tout le monde. Baptiste, vous qui êtes sur le terrain et qui êtes là en direct, dites-nous, qu'est-ce que vous voudriez lancer comme message à tous nos participants avant qu'ils se déconnectent ce soir? Tout d'abord, merci d'avoir écouté ces quelques mots sur la Birmanie. Et puis, je pense que chacun à notre niveau, il est important de ne pas laisser le pays sombrer malgré les événements politiques et essayer autant que faire se peut de ne pas oublier les populations qui souffrent et du coup débloquer quand on peut la situation auprès de nos partenaires ou de nos réseaux. Je pense que c'est important. Tout à fait. Merci Baptiste. Jean-Marc, un mot de la fin?
Oui, ça va aller en fait en alignement avec ce que Baptiste a dit, hein. Nous finançons des organisations qui financent des fermiers. Nous ne finançons pas le gouvernement lui-même. Et pour ça, c'est important de continuer notre activité, car ces fermiers ont besoin de cet argent. Les intrants coûtent plus cher avec cette crise. Euh, la banque en fait de développement agricole elle-même a cessé ses activités de financement des fermiers. Donc, il y a 2 millions de fermiers en plus qui ont besoin de financement. Donc, maintenant, il faut continuer à s'engager. Il ne faut absolument pas lâcher le Myanmar. Ses habitants et le secteur en fait agricole vraiment valent notre engagement et notre fidélité. Très bien, merci. Merci à vous deux pour cet appel à continuer la solidarité avec le peuple birman. Et puis, Anne-Sophie, si tu me confirmes que nous n'avons plus aucune question, je propose de terminer là. Je voudrais vraiment remercier de tout cœur Jean-Marc, Baptiste et puis Emmanuel qui est déjà parti, mais pour votre présence ce soir. Merci Anne-Sophie et Grégoire pour votre soutien dans l'organisation de cette session du club. Et puis, je vous souhaite, merci à tous les participants, bien entendu, d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Un grand merci à toi, Bénédicte, pour l'animation de cette soirée. Avec plaisir. Merci. Merci, à bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir tout le monde. Au revoir.